L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres de ce journal. Lancement cet après-midi à Bamako, au Mali, du programme relatif à la participation des collectivités territoriales à la gestion de la crise. Les collectivités entendent fédérer leurs efforts avec ceux de l'administration et des partenaires techniques et financiers pour un retour rapide à la normale. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius nie avoir tué son ami lors de la première audience. Il a formellement été inculpé de meurtre. L'athlète aux jambes de carbone s'est effondré au cours de l'audience. En Russie, une pluie de météorites s'est abattue sur la ville de Tcheliabinsk. Un millier de personnes ont été blessées et les fragments ont également fait de gros dégâts matériels. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lancement cet après-midi à Bamako du programme relatif à la participation des collectivités territoriales à la gestion de la crise. La cérémonie qui a réuni les associations des pouvoirs locaux et les partenaires techniques et financiers s'est déroulée au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le compte rendu de Mahmoud Kabadiakité et de Moussa Bari. Dans le processus de résolution de la crise qui traverse le Mali, le gouvernement malien, les élus locaux et les partenaires ont organisé en novembre 2012 un forum national sur le rôle et la place des collectivités territoriales et de la décentralisation dans la gestion de la crise. Pour une meilleure application des recommandations de ce forum, les organisateurs viennent de mettre en place un comité de suivi. Il me plaît d'attirer votre attention sur l'importance et la délicatesse de la mission qui vous est confiée. L'accomplissement correct de cette mission, j'en suis convaincu, tout en apportant un nouveau souffle au processus de décentralisation, contribuera efficacement à l'ancrage d'une paix durable, à la consolidation de l'unité, de la cohésion et de l'intégrité territoriale de notre pays. Avec la mise en place de ce programme, les différentes activités ciblées sont attendues avec urgence. Au regard de la profondeur de la crise que connaît notre pays et de ses conséquences dramatiques sur la population, les actions retenues contribueront à instaurer un climat de confiance et permettront à l'administration d'État et aux organes locaux d'occuper rapidement le terrain pour apporter aux populations la sérénité, la sécurité et l'assurance dont elles ont légitimement besoin. Nous avons estimé qu'il y avait une quinzaine d'activités et que ces quinzaines d'activités ou de recommandations, en tout cas, soient suivies d'effets. Et donc, ce comité, comme vous voyez sa composition, nous sommes les responsables des associations. Tout ce que le forum a arrêté comme recommandation puisse être suivi d'effets, c'est-à-dire qu'on aille à l'exécution. Si nous n'arrivons pas à exécuter, nous allons pointer les raisons de l'échec ou bien du succès. Il faudrait qu'on apprenne à rendre compte. Le ministre de l'administration territoriale, Moussa Sinko Koulibaly, a assuré les initiateurs de l'implication de son département pour accompagner le comité dans cette tâche afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, à savoir parvenir à la résolution de la crise malienne. 13e édition de la Fondation Forum de Bamako. À l'occasion de ce forum, notre invité de ce soir est M. Kabine Komara, ancien Premier ministre de la Guinée et consultant international. Monsieur Komara, bonsoir. Bonsoir, M. Maïga. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez développé 2 thèmes au cours de ce forum, dont le premier est le rôle des femmes et des organisations féminines dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. Tout à fait. Effectivement, c'était un thème que m'avaient demandé les organisateurs de traiter. Il m'est apparu que ce thème était d'actualité, surtout dans le contexte malien. Et croyez-moi, les femmes dans le pays ne sont pas suffisamment associées au processus. Elles sont les premières à être victimes
des conséquences des conflits, mais c'est aussi elles qui sont les moins associées. Donc ce thème que j'ai développé a été principalement d'ordre pratique. Je vais indiquer un exemple personnel, mais surtout un récit historique qui s'est basé sur l'exemple des femmes de l'association de la Mano River Union, qui ont été à la base de la fin de la guerre du Libéria, l'une des guerres civiles les plus sanglantes, les plus sanguinaires, qui a tué près de 850 000 personnes, qui a jeté sur les rues 500 000 réfugiés, qui a détruit l'économie libérienne et qui a disloqué des familles. Donc l'exemple de ces femmes a été une inspiration pour que nos sœurs du Mali puissent vraiment s'impliquer dans le processus. Je vais indiquer aussi ce qui est très important, qu'il faut retenir que les guerres, les conflits naissent toujours à partir de situations d'injustice, d'inégalité, de frustration et d'intolérance. Donc celui qui ne veut pas de conflit doit combattre les germes du conflit. Et là, c'est important, ça s'applique à chacun d'entre nous. Un des messages que j'ai passé, que je passe à tout le monde, c'est que si vous êtes absolument conscient que vous voulez la paix, vous devez combattre toutes les injustices et les inégalités. Par exemple, si vous favorisez votre enfant au détriment d'un enfant d'autrui, sachez que vous allez contribuer à créer les germes de la haine dans le cœur de cet enfant. Et plus ces enfants frustrés grandiront en nombre, plus la paix va être compromise, puisqu'ils deviendront des revanchards qui vont prendre les armes pour se battre. En parlant de paix, d'injustice, de revanchards qui vont prendre les armes pour se battre, vous avez aussi développé un deuxième thème. Et le deuxième thème, c'est les États africains, principales fragilités et principaux challenges. Effectivement, ça c'est un sujet qui concerne quasiment la totalité, enfin, au moins les 2 tiers des États africains. J'ai pris les participants à travers un voyage imaginaire sur le continent, de Madagascar en passant par le Swaziland et en terminant par le Mali, en passant par d'autres pays. Et dans chaque pays, je leur ai montré qu'il y a des situations de fragilité. Et que la situation du Mali était un cas atypique où toutes les 6 causes de fragilité que j'avais indiquées se retrouvaient, à savoir la mauvaise gouvernance, la drogue, les armes légères, l'insécurité, la corruption, les combats, les conflits autour des terres, des zones de pâturage, les problèmes d'eau. Le Mali est un microcosme où se retrouve l'ensemble de ces causes de fragilité. Ce qui fait que ce cas doit être traité de manière absolument structurée et de manière englobée de façon à tenir compte de toutes les externalités. Peu de gens savent par exemple que quand on prend la succession des rébellions au Mali et qu'on remonte vraiment aux époques les plus anciennes, il y a des solutions qui ont été mises en place, mais le problème c'est de tirer des leçons. Pourquoi ces solutions n'ont pas marché? Par exemple, après les rébellions de 1990, peu de gens savent que l'État malien, avec les partenaires, ont déboursé près de 1600 milliards de francs CFA pour le problème de démobilisation, de réinsertion. Alors, près de 300 projets ont été lancés. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Certains ont été mal gérés. Certains de ceux qui ont été chargés de gérer ces projets sont partis avec les 4x4 et l'argent. Il n'y a pas eu de bilan. Mais aujourd'hui, l'État malien a manqué, à mon avis, de faire l'information sur tout ceci et de combattre l'impunité. Quand on voit que également le Mali a près de 7000 km de frontières, vous avez 3600 entre l'Algérie et la Mauritanie. Vous avez 3600 km avec les autres pays. Vous voyez que c'est un pays qui est absolument immense et dont la défense du territoire demande la participation de tous. Et un autre élément, c'est que les reflux des combats qui ont eu lieu en Algérie, lorsque l'Algérie a combattu la GSPP, lorsqu'ensuite la Libye s'est désintégrée, que ce pays est devenu un marché ouvert d'armes, et que par la suite, le combat des Américains contre la drogue a fait dévier la route de la drogue de l'Amérique du Sud vers l'Afrique occidentale à partir de 2006. Tout ceci a fait que de 2006-2007 jusqu'à maintenant, le Mali est devenu un sanctuaire de zone de non-droit où se retrouvait tout un ensemble d'éléments qui ne pouvaient qu'en faire un cocktail Molotov. Mais monsieur Komara, quand on résume tout cela, que pensez-vous de la situation actuelle et comment en sortir? Bien, comment en sortir? Il faut avoir toute raison gardée. Quand on voit ceux qui ont pris les armes contre leur pays, parce que c'est comme ça que nous analysons, ils ont fait appel, ils ont été parfois doublés par des non-maliens. Vous avez dans les hordes de gens qui ont attaqué le Mali, vous avez des Ouest-Africains, vous avez des Arabes, vous avez des Afghans, vous avez un peu de tout. Vous avez des gens qui ont favorisé ceci. Il faut absolument qu'on puisse distinguer de la mauvaise graine de la bonne graine. Deuxièmement, il faut savoir raison garder de ne pas absolument perdre l'amalgame.
il faut éviter l'esprit revanchard, il faut éviter de confondre toute peau blanche au Touareg. Il faut que toutes les collectivités du Mali, toutes les communautés du Mali, dans un élan de solidarité et de compréhension, puissent s'asseoir ensemble pour tirer le leçon de ce qui n'a pas marché et rebâtir l'État nouveau. Mais ça ne va pas aller aussi sans la coopération internationale. Le Mali seul, aujourd'hui, ne peut pas faire face à tout ça. Et c'est en cela qu'il faut saluer ce qui s'est passé. Que la France soit venue, c'est une bonne chose, mais que les pays africains accompagnent ça de manière absolument consciente, puisque ce qui se passe au Mali peut déborder sur la Mauritanie, sur le Niger, sur la Guinée, sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire. Donc, justement, monsieur le consultant international, vous avez été ancien Premier ministre, hein? Vous avez été Premier ministre de la Guinée. Et cette expérience, que pensez-vous réellement avec cette expérience? Que pensez-vous de la situation actuelle de la Guinée, c'est-à-dire aujourd'hui, après le crash d'avion, un crash qui a vu la mort de plusieurs officiers supérieurs de l'armée guinéenne? Merci beaucoup. Le 11 février dernier, effectivement, vers 7 heures du matin, malheureusement, un avion militaire guinéen, un hélicoptère s'est écrasé à l'approche de Monrovia avec à son bord 11 personnes, dont notre chef d'état-major. Je m'incline pieusement devant la dépouille de ces disparus. Mais ce qui m'a marqué, c'est que cette catastrophe a réuni tous les Guinéens dans un élan de compassion vers son armée et vers ces personnes qui ont perdu leur vie pour que nous vivions. Et je voudrais donc, dans ce contexte, demander à la classe politique guinéenne, qui est à la veille d'élections pluralistes dans le domaine législatif, que cet exemple soit un moyen de lever, de fermenter vraiment et de cimenter l'unité nationale pour que dans la paix, nous puissions aller vers des élections que tout le monde attend depuis si longtemps. Monsieur Komara, merci et surtout merci d'être venu sur ce plateau et d'apporter toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons avec l'actualité au Kenya. Uhuru Kenyatta et William Otto, bien que poursuivis pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, pourront se présenter à la prochaine présidentielle kenyane. La justice a validé leur candidature. Ces deux poids lourds de la politique kenyane sont poursuivis par la CPI pour leur implication présumée dans les violences post-électorales de 2007. De cette édition en Afrique du Sud, Oscar Pistorius nie avoir tué sa petite amie. Ce vendredi, il a comparu pour la première fois devant la justice sud-africaine. Il a refuté les accusations de meurtre. La police exclut la thèse de l'accident et Oscar Pistorius pourrait même être accusé pas seulement d'homicide, mais de meurtre avec préméditation. L'athlète aux jambes de carbone s'est effondré pendant l'audience. L'homme est en pleurs alors que l'acte d'accusation lui est lu. Oscar Pistorius est formellement inculpé du meurtre de sa petite amie. Il réfute pourtant dans les termes les plus vifs. Sa défense, il aurait pris sa compagne pour un voleur. Après sa comparution, Oscar Pistorius a été transféré au commissariat de Brooklyn. L'affaire a été renvoyée à mardi pour donner la possibilité à l'accusation de rencontrer la défense. Ils pourront ainsi préparer l'audition de mardi et la mise en liberté sous caution. Jeudi matin, jour de la Saint-Valentin, la petite amie d'Oscar Pistorius est retrouvée morte, abattue de 4 balles de calibre 9 mm. L'athlète aurait tiré à travers la porte de la salle de bain. La police aurait été appelée un peu plus tôt pour une dispute, selon la presse. Riva Steenkamp avait 29 ans, mannequin reconnu. Le couple convolait depuis novembre dernier. L'athlète paralympique de 26 ans est devenu une star ici en Afrique du Sud, un modèle de bravoure pour la jeunesse, lui qui courait avec des lames de carbone à la place des pieds. Son arrestation a choqué non seulement ses fans, mais le pays entier. C'est quelqu'un que nous aimions beaucoup. Nous ne pouvons pas croire qu'il ait fait une chose pareille. C'est tragique. Comme tout le pays, nous sommes déçus. La police a déjà exclu la thèse de l'accident. Le parquet va même demander à requalifier l'affaire en meurtre avec préméditation. Oscar Pistorius est le seul suspect. Il encourt la prison à vie. Arrêtez de vous blanchir la peau, c'est le message adressé par le Sénégal aux femmes africaines. Le recours aux crèmes blanchissantes est extrêmement dangereux et la publicité pour ce genre de produits devrait être interdite. En tout cas, le Sénégal est réfléchi.
Ce type d'affiche est courant en Afrique de l'Ouest. Des publicités qui vantent les mérites de crème et promettent une peau plus blanche en seulement 15 jours. Des produits que l'on trouve facilement sur les marchés et dans les boutiques de cosmétiques. La dépigmentation est une pratique courante au Sénégal, au Nigeria mais aussi en Côte d'Ivoire, comme dans ce salon de coiffure à Abidjan. C'est pour rendre le teint propre, pour rendre le teint encore plus propre et plus joli, parce que quand le teint est clair, c'est encore plus joli, quoi. Bon, et ça a des conséquences, c'est abusé. Je pense que c'est là qu'il y a des conséquences. Sinon, quand on utilise de manière normale, il n'y a pas de conséquences, quoi. Infection, hypertension, diabète, ces médicaments utilisés comme de simples crèmes sont à base de corticoïdes et ont des conséquences graves pour la santé. Au Sénégal, plus de la moitié des consultations dermatologiques sont liées à leur utilisation. Fabriquées en Afrique de l'Ouest, ces crèmes ne devraient être vendues que sur prescription médicale. Ces médicaments ne doivent pas être utilisés à visée cosmétique. Là, c'est peut-être la première mesure, interdire la publicité de ces produits dépigmentants puisque ce sont des médicaments. Et ensuite, c'est surtout sensibiliser parce que les femmes ne connaissent pas tellement le risque sanitaire associé à l'usage de ces produits. Dans les rues de Dakar et sur les réseaux sociaux, la campagne d'information Nulkook espère inverser la tendance. Nulkook signifie tout noir en Wolof et a été lancée avec l'appui de personnalités locales et de publicitaires pour promouvoir la beauté noire et mettre en garde contre les risques. La société aujourd'hui nous a imposé des critères de beauté qui ne sont pas très conformes à ce que nous sommes vraiment. Il faut qu'on arrête de faire croire à nos petites filles qu'elles seraient plus jolies si elles étaient plus claires. Au Sénégal, le problème reste tabou. La dépigmentation n'est interdite aux mineurs que depuis 1979. Le gouvernement a décidé d'étudier la question avec la possibilité de renforcer les contrôles douaniers pour bloquer ces produits. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement vénézuélien communique sur l'état de santé de Hugo Chavez. Une photo du président souriant et intubé a été diffusée. Selon Caracas, il respire par intubation. Cette photo ne permet pas d'affirmer ou d'infirmer si Hugo Chavez est sous assistance respiratoire. Pour rappel, Hugo Chavez est soigné à la Havane, à Cuba, depuis plusieurs semaines pour une récidive de son cancer. Nous poursuivons avec l'actualité en Russie. Les habitants de Tcheliabinsk ont cru que la fin du monde était arrivée. Une pluie de météorites s'est abattue sur la ville et les fragments ont fait de gros dégâts matériels et plus d'1 millier de personnes ont été blessées. Une pluie de météorites qui s'abat au-dessus d'une ville d'1 million d'habitants. L'événement est extrêmement rare et même jamais vu dans l'histoire humaine. Vers 9h heure locale, les habitants de Tcheliabinsk ont pu voir une boule de feu accompagnée d'une lumière très vive traverser le ciel. Un phénomène visible à plus de 200 km. J'ai vu un objet traverser le ciel, il y a eu un éclair, on a cru d'abord que c'était un feu d'artifice. Puis il y a eu une trace comme s'il s'agissait d'une fusée. Et 1 minute après, une grande explosion. Selon les spécialistes, la météorite mesurait plusieurs mètres de diamètre et pesait des dizaines de tonnes. Elle se serait désintégrée à 5000 mètres au-dessus de l'Oural et des fragments auraient touché la Terre en plusieurs endroits. Mais c'est l'onde de choc qui a été particulièrement impressionnante, provoquant la panique. Murs et fenêtres ont été littéralement soufflés, blessant près d'1 millier de personnes. Et avec un thermomètre qui atteint les moins 18 degrés, les écoles de la région sont désormais fermées. Les installations nucléaires ne seraient pas touchées et aucune radioactivité ne serait à signaler. Mais le président russe Vladimir Poutine a demandé aux autorités de réagir au plus vite. Il faut analyser la situation, évaluer les dommages, non seulement au niveau des infrastructures de communication et des bâtiments sociaux, mais aussi dans le secteur de l'énergie. C'est très important en hiver. Ce n'est pas la première fois qu'une telle météorite s'abat sur Terre. Près de 100 tonnes de ces objets spatiaux tombent même chaque jour. Mais généralement, ils se consument quand ils entrent dans l'atmosphère et arrivent sous forme de poussière. Au pire, ils s'écrasent dans des zones inhabitées ou dans l'océan, sans jamais faire parler d'eux.
Plus de peur que de mal avec cette actualité aux États-Unis. La croisière ne s'amuse pas toujours. Elle peut même tourner au cauchemar lorsque vous devez vivre pendant 5 jours sur un bateau sans eau et sans électricité. C'est ce qui est arrivé aux passagers du Carnaval Triomphe, mais les quelques 4000 passagers ont pu retrouver la terre ferme la nuit dernière. Des cris de joie. Pour les 4230 passagers de ce paquebot, c'est la fin de 5 jours particulièrement pénibles. On a vraiment frôlé la catastrophe. Dimanche dernier, en plein golfe du Mexique, un incendie neutralise le système électrique du bateau. Résultat, toilettes hors service, canalisation explosée, eau usée, infiltrée partout. Les longues journées de remorquage virent au cauchemar. Il y avait des déjections par terre, dans la cafétéria. Et il fallait passer au travers. C'était dégoûtant. On a essayé de manger le moins possible. Elle ne s'est pas déplacée pendant plusieurs jours. Elle ne voulait rien avaler pour ne pas avoir à faire ses besoins dans un sac. Pour échapper à l'odeur, certains passagers installent même des tentes de fortune sur le pont du navire. Côté cuisine, plus rien ne fonctionne. Il faut patienter des heures pour obtenir un simple sandwich. Ce n'était plus des vacances, c'était de la survie. Mange ce que tu peux, quand tu peux, c'était affreux. Tous les clients seront intégralement remboursés. Et hier, avant l'évacuation du navire, la compagnie faisait profil bas. Maintenant, la chose la plus importante pour moi, c'est de monter à bord et de m'excuser auprès de nos clients. Le paquebot, lui, ne devrait pas reprendre la mer avant 2 mois. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 12h temps universel dans Afrique Midi pour d'autres informations. Bonsoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.